Bienvenue à cette semaine à l'école, épisode 33. Carlo Coccaro avec vous. Et aujourd'hui, avec Égide Royer, on plonge dans le démarrage de l'Institut national d'excellence en éducation, l'INE, un institut qui a été créé pour rapprocher la recherche de l'élève. Mais c'est pas tout le monde qui s'entend sur ce que ça devrait être ou devenir. Et en deuxième partie, on a l'entrepreneur François Lambert qui se prête au jeu de devenir ministre de l'Éducation d'un jour. Et cette semaine, l'épisode est propulsé par WorkU. Pendant qu'on parle de pratiques fondées sur la recherche, ça tombe bien, WorkU, c'est exactement ça depuis plus de 20 ans. C'est une aide à la lecture et à l'écriture qui donne à chaque élève la chance de mettre sur papier ce qu'il a vraiment dans la tête. Allons retrouver Égide pour le bulletin de nouvelles. Égide Royer, bonjour, merci d'être là. Bonjour Carlo. Égide, allons-y tout de suite avec le bulletin de nouvelles. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Plusieurs choses, mais on va commencer par parler de guillotine. Oh! Ça fait des années que je travaille sur toute la question de l'intervention et de la prévention de la violence en milieu scolaire. Et là, il va falloir qu'on se rappelle que les adultes comme tels sont des modèles aussi. Donc, on peut contester, on peut être en désaccord, mais de là à bâtir une guillotine pour symboliquement guillotiner un ministre, ça doit pas être juste une fois, on s'en dit ceci, non. Moi, faisant œuvre d'éducation dans une école, que ce soit lié à une activité syndicale ou non, je me dois de condamner et véritablement de donner une explication qu'on peut s'exprimer de manière autre pour être capable de faire valoir une idée. Et ça, là, pour le contexte, c'était la manifestation, je pense, pour la Journée des travailleurs du 1er mai qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Puis, l'ironie de la chose, c'est que dans les syndiqués, il y a des enseignants. Les mêmes enseignants qui condamnent la violence à l'école montrent cet exemple-là de manifestation que si c'était l'inverse, puis on le remet en mode scolaire, c'était des jeunes qui manifestaient pour le cellulaire à l'école, là, puis qui prenaient la tête de Bernard Drinville ou de Signa Lebel pour trancher la tête. Ou de la direction à l'école. Ça sera un scandale. Puis là, on a des adultes dont le cerveau est complètement formé qui font ça. Bravo de le noter, je suis d'accord avec toi. La deuxième nouvelle, c'est, je pense que j'ai à donner une bonne à malin 4-5 entrevues par semaine sur différents sujets. Il y en a une que j'ai donnée sur une bibliothèque dans la région de Gatineau, une nouvelle bibliothèque. Okay. Et ils ont un secteur, un coin de la bibliothèque qui est réservé aux jeux vidéo. Et l'argumentaire est de dire les jeunes de milieux défavorisés, ça j'en doute, ont peu d'accès aux jeux vidéo. Et l'autre élément, c'est que la présence de jeux vidéo dans la bibliothèque va contribuer, entre autres, à favoriser ou à avoir une forme d'attraction des garçons vers les livres. Laissez-moi en douter, je continue à croire que une bibliothèque, ça, c'est un sanctuaire associé à la lecture, au silence. Et de là, enfin, à la limite, là, remontant quelques années, on pourrait rentrer des machines à boules aussi dans les bibliothèques. Là. Ça va attirer les gars. Les gars, après avoir fini leur partie de machine à boules, vont aller lire un livre, vont lire Victor Hugo. Donc, j'ai été assez, comment je dirais... T'es critique de ça, là? Assertif sur cette nouvelle-là. OK. Mes deux nouvelles, Égide, moi, cette semaine, c'est deux nouvelles que j'ai tirées de Radio-Canada. C'est un hasard. Première nouvelle, on a vu ça passer dernièrement, là, c'est une nouvelle du 30 avril, donc de fin de la semaine dernière. Les écoles défavorisées, plusieurs écoles dans la région de Montréal, mais un peu partout au Québec, ont perdu leur code de défavorisation. Donc, une quarantaine d'écoles, entre autres, sur l'île de Montréal. Puis pour donner un peu d'informations là-dessus, parce que ça m'a permis de chercher sur le sujet, chaque école a un indice de défavorisation de 0 à 10. Quand un rang 10, ça donne à peu près 100 000 $ de plus à l'école en mesures supplémentaires, des classes plafonnées à 20 élèves par classe. Quand tu es de rang 7, là, c'est 30 000 $ seulement, des classes de 22 à 26. Puis en bas du rang 7, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'argent supplémentaire, puis il n'y a pas de plafonnement autre que celui prévu dans les conventions collectives. Donc, l'impact est quand même grand. Passer de 20 à 26, c'est 6 élèves par classe. Je pense que la majorité des enseignants diraient que ça fait une différence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les données utilisées jusqu'à tout récemment, c'était les données du recensement de 2016. Donc, on était 10 ans en retard. Et là, les nouvelles données, les nouvelles cotes sont basées sur le recensement de 2021. On est déjà 5 ans en retard. Le recensement canadien débute là, dans les prochaines semaines au Canada. Donc, on va encore être en retard de 5-10 ans, d'autant plus que 2021, c'était une année pandémique. Et puis, il faut comprendre que c'est seulement 2 données qui sont prises en compte pour l'établissement des cotes. Le niveau de diplomation de la mère et le statut d'emploi des parents. C'est tout. Donc, je pense que clairement, c'est un indice qu'on doit moderniser. Oui, c'est un indice à moderniser. De toute façon, 2021 à maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Ma deuxième nouvelle, moi, les sondages syndicaux, j'en prends puis j'en laisse, Égide, tu le sais, parce qu'il y a toujours une intention derrière. Mais, bon,
il y a quelque chose d'intéressant quand même comme source d'information. Donc, un sondage interne de la FSE-CSQ, c'est un article de Radio-Canada de Fanny Bussière-McNichol. Et juste pour le nommer aussi, mon article précédent, c'était aussi de Fanny Bussière-McNichol et de Mathieu Bolduc et Bernard Leduc. Donc, pour cet article-là, Radio-Can du 4 mai dernier, donc de lundi, sur 5400 enseignants, le 2/3 jugent leur connaissance des outils d'intelligence artificielle de base ou très faible. Puis près de la moitié d'entre eux n'ont reçu aucune information de leur direction ou de leur centre de service scolaire sur l'intelligence artificielle et comment l'utiliser ou ne pas l'utiliser ou comment encadrer les élèves à cet effet-là. Puis en 3 ans, le ministère de l'Éducation a produit 3 documents, un webinaire qui a été visionné 2400 fois. Et là, puis c'est en lien avec notre thème d'aujourd'hui, la ministre Lebel vient de donner à l'Institut national d'excellence en éducation le mandat, entre autres, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce que ça illustre, là, c'est un immense décalage entre la formation de nos enseignants, l'encadrement de nos enseignants et la vraie vie en ce qui a trait à l'intelligence artificielle. On dit que le 2/3 sont pas à l'aise, le 2/3 des jeunes l'utilisent. Mais c'est aussi comment les enseignants peuvent l'utiliser pour, entre autres, la correction, pour l'accompagnement. Ça aussi, c'est un enjeu. Les enseignants sont personnellement responsables. Il faut ne pas être curieux pour ne pas s'intéresser à l'intelligence artificielle, là. Les enseignants ont une responsabilité personnelle. Comme moi, comme psychologue, j'ai une responsabilité personnelle de me tenir à jour dans mon domaine. Est-ce que je dois absolument attendre que mon doyen, que ma direction me dise « Va te chercher une formation là-dessus » ou « Je vais te donner une formation là-dessus ». Il y a une question de responsabilité personnelle, de curiosité et de désirer de toujours être le plus possible là, à jour par rapport à l'ensemble des développements. Ça, c'est un élément. L'autre question, c'est qu'il y a un 30 heures de formation obligatoire à chaque 2 ans là, pour les enseignants et qu'il y a une marge de manœuvre en disant oui, nous désirons être mieux formés sur comment prévenir la violence à l'école, nous désirons être mieux formés sur la question de l'intelligence artificielle et pas attendre en disant notre direction n'a rien fait pour nous former. Ça, c'est un classique. À toutes les fois qu'on a introduit quelque chose de nouveau, on a toujours un élément qui dit non, on n'a pas été formé, il faut attendre, on n'a pas eu d'argent de formation, etc. Et Gilles, est-ce que tu as une étoile de la semaine à te donner cette semaine? Oui, une grande étoile. Et là, je parle comme psychologue, là, entre autres, en éducation scolaire. Christine Groux, la présidente de l'Ordre des psychologues, vient de compléter ses 3 mandats, sur le point de les compléter. Il va y avoir une élection bientôt. Et je tiens à saluer le travail exceptionnel qu'elle a fait au niveau de l'Ordre des psychologues et la préoccupation qu'elle a toujours eue, entre autres, parce qu'il y a énormément de psychologues cliniciens en clinique privée, mais elle a toujours une importante contribution et elle a donné une importante attention à tout ce qui se passait dans le monde de l'éducation au niveau du scolaire. Je la salue. Le 1er avril 2026, après 10 ans d'aller-retour, l'Institut national d'excellence en éducation démarre officiellement ses activités. La ministre Lebel nomme 13 membres du conseil d'administration. Une semaine plus tard, Le Devoir sort un papier qui dérange. Sur les 13, un seul enseignant, aucune direction d'école et aucun représentant du personnel de soutien. Égide Royer, lui, l'attendait depuis longtemps, l'INE. Mais entre l'attendre et l'applaudir aujourd'hui, il y a peut-être un pas qu'il n'est pas prêt à franchir. Égide, en mai 2023, tu disais publiquement que tu étais favorable à la création de l'INE. En novembre 2024, tu te plaignais de la lenteur de la mise en place. Puis là, 1er avril dernier, l'INE a démarré officiellement. Est-ce que c'est l'Institut d'excellence que tu voulais? Ah, ça demeure à voir si c'est celui que je voulais, là. Juste pour situer le contexte, regarde, c'est le document l'original qui a été déposé. C'était pas en 2015, le 24 août 2015. Donc, ça a pris un temps. Il y a eu des changements de gouvernement aussi, parce que je pense que c'est sous Sébastien Proulx des libéraux que ça avait pris un peu son envol. Là, la CAQ est arrivée, puis c'est Bernard Drainville, 2e mandat de la CAQ, qui a remis ça un peu sur le... On était plusieurs, d'ailleurs, à chauffer le four, là, en disant il faut que tu mets sorte de quoi. Donc, c'est arrivé en 2023. J'étais le premier à de déposer un mémoire en commission parlementaire là-dessus. Là, ça l'a traîné. Le président de l'Institut d'excellence en éducation m'a demandé à me voir, moi. C'était à l'automne dernier. Il était en consultation. Il attendait, évidemment, qu'on nomme le président du conseil d'administration. Par la suite, après un temps fou de nommer les membres du conseil d'administration. Et là, pour répondre à ta question, le monde qu'on trouve sur le conseil d'administration correspond à ce qui était prévu dans la loi. Ce qu'on ne sait pas, c'est le comité consultatif qui va toucher à la question de la formation des enseignants et le comité scientifique. Et là, on devrait avoir une représentation beaucoup plus importante là, des gens qui travaillent directement en milieu scolaire, entre autres au niveau du comité consultatif. Parce que là, ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi le rôle d'un CA. Le rôle du CA dans n'importe quelle organisation, je dirais il y en a 2. C'est de veiller à la bonne marche de l'organisme et d'encadrer sa direction générale. Tu sais, c'est eux qui vont embaucher la direction générale, qui s'assurent que les objectifs sont atteints, etc. C'est pas un rôle terrain.
sais, c'est pas eux qui vont Oh, faire les c'est recherches terrain puis qui vont communiquer. Puis un je C, dirais ouais. peut-être dans le cas de l'INE, puis corrige-moi si j'ai tort, un de leurs rôles, puis je sais pas si c'est vraiment dans la loi, mais c'est cette indépendance-là politique aussi. Tu sais, une INE de qualité, c'est une INE qui est aussi indépendante politiquement, je pense. Et moi, j'en ai discuté d'ailleurs avec le président de l'INE, mais moi, c'était dans l'idée originale aussi, et la conception que j'en ai depuis le début. Bon, moi, comité scientifique, moi, Institut d'excellence en éducation, sur un dossier X qui pourrait être, je sais pas moi, les problèmes de relations, les problèmes, là, on parlait de la formation des enseignants tout à l'heure, les Ouais. lacunes dans la formation, les exigences au niveau de la formation, que disent les pratiques exemplaires sur l'accompagnement des enseignants dans leur formation? Les pratiques exemplaires disent telle chose. Moi, Institut, quand j'ai fait le tour là, de plusieurs pays même, moi, Institut, je dis voici l'état actuel des connaissances et voici un certain nombre de recommandations qu'on peut faire là-dessus en fonction de la recherche. Mais moi, ministre, je suis une créature politique. Je vais tenir compte des groupes d'intérêt, des centres de services scolaires, des profs d'université, je vais tenir compte. Ouais. Et peut-être que la décision que je vais prendre n'est pas cohérente ou directement cohérente avec ce que l'Institut m'aura dit. Mais moi, Institut, je joue mon rôle de manière autonome, indépendante. Et par le suite, les politiciens décident de... Il y a 100 universitaires, Égide, en sciences de l'éducation qui ont publié un livre de 405 pages contre l'INE. C'est assez rare qu'on voit ça. Les gens qui sont contre l'INE, là, qu'est-ce qu'eux voient que toi, tu vois pas? Qu'est-ce que tu leur réponds? On va suivre le dossier depuis un bout de temps. Il y a eu, entre autres, une pétition. D'ailleurs, je pense que bon nombre ont signé cette pétition-là sans la lire. Il y a eu l'ouvrage en question que tu mentionnes. Ce qui a écorché, c'est que, écoute, j'ai travaillé 25 ans de faculté d'éducation, puis je continue à suivre tout ce qui se passe là-dedans. Dans le document consultatif de l'INE, on a établi une gradation de la qualité de la recherche. Puis porte bien OK. attention. Tu avais la recherche, en haut sommet, la recherche avec un plan de recherche expérimentale avec assignation aléatoire des sujets. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on retrouve assez souvent en psychologie, en médecine ou dans d'autres sciences. Ça, c'est vraiment le sommet. Et en bas de l'échelle, tu avais la recherche qualitative à cas unique, là, où tu interviews quelqu'un et tu parles de son expérience. Bon. Ouais, ouais. Tous ces types de recherches-là sont importantes. Mais quand tu arrives à prendre une décision, tu ne veux pas uniquement avoir une recherche, tu as une quinzaine d'entrevues qui ont été faites avec des gens, puis fait l'analyse qualitative. Si j'ai à mettre 70 millions, par exemple, sur le tutorat à l'école, au minimum, j'ai besoin d'une méta-analyse, des recherches qui ont des dimensions quantifiées sur l'impact réel et les conditions pour que ça fonctionne. Et c'est dans ce sens-là que tous les types de recherches se valent, mais les gens ont réagi fortement parce qu'on a mis une gradation sur la qualité de la recherche. Ça l'a brassé. OK. Le deuxième argument, c'est par rapport au fait que c'est comme si c'était une chasse gardée des professeurs, des chercheurs en éducation, et c'est pas ou des professeurs d'une faculté d'éducation. C'est pas le premier dossier sur lequel ça retrousse, là. Maternelle 4 ans. La question de écoute, la sous-scolarisation des garçons. Maternelle 4 ans. Ce dossier-là au niveau de l'Institut. Et souvent, on se retrouve avec des positions qui sont similaires, organisations syndicales et proches d'universités en éducation. Je fais l'observation. Ah oui, hein? Oh oui, c'est très fréquent. Donc, Dans ce donc c'est cadre-là, vraiment cette notion-là de gradation de la recherche dans un projet de loi, dans une charte constitutive, qui est le premier irritant du monde universitaire. ça frottait. L'autre élément était le fait aussi que, et ça, je m'y attendais pas, là, et plusieurs s'y attendaient pas, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation, on a fractionné le rôle du Conseil supérieur de l'éducation pour en faire un conseil davantage au niveau des études supérieures. Ça, on s'y attendait pas non plus. L'ironie de la chose, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation était d'accord avec la création de l'INE, mais dans le projet de loi, on a détruit le Conseil supérieur de l'éducation pour tout le volet primaire, secondaire. Puis le Conseil supérieur de l'éducation était 100% autonome dans ses sujets d'études et permettait quand même une réflexion intéressante pour les orientations ministérielles ou à tout le moins les orientations pédagogiques. Mais il demeure que le Conseil supérieur de l'éducation a fait jusqu'à maintenant un excellent travail, mais il déposait un rapport, mais les retombées concrètes, comment je dirais ça? Le ministre en faisait ce qu'il voulait, c'est officiel, mais bien humblement, là, quand les journalistes communiquent avec moi, quand les milieux scolaires directement communiquent avec moi, je vais donner l'exemple d'une classe à multiniveau, classe de première, deuxième année. Bon. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est quoi les conditions de réussite? Ou c'est quoi les variables ou les facteurs qui font qu'une classe multiniveau fonctionne bien? Puis je sais s'il y en a au Québec, là, entre autres en milieu rural. Bon, la recherche va dire clairement que c'est la qualité carrément de l'enseignement qui se produit dans la classe.
Puis il va y avoir d'autres indications en disant qu'il y a une valeur ajoutée pour l'élève en difficulté d'être une classe première, deuxième, quand tu es en deuxième année, puis tu es monté faible en deuxième année. Ça, moi, communiquant avec l'Institut qui est capable de me donner en 1 page et demie c'est quoi l'essentiel des connaissances sur le fonctionnement des classes multiniveaux, ça, c'est une valeur ajoutée. Mais moi, ce Ouais. que je voyais, c'est quelque chose, et je continue à le voir de même, c'est que journalistes, direction d'école, parents, on puisse communiquer avec l'Institut en disant c'est quoi l'état actuel des connaissances sur ce sujet-là pour les pratiques exemplaires. Et c'est ça, moi, entre autres, que j'ai communiqué lors de ma rencontre là, avec le président, qu'il fallait que ça devienne des choses aussi concrètes que ça. Chose que j'ai, moi, comme psychologue, avec, entre autres, l'Association des psychologues américains dont je suis membre. Tu me demandes, écoute, Carlo, tu me demandes, c'est quoi l'état actuel des connaissances sur la prévention de l'intimidation? En 1 page et demie je vais avoir l'essentiel bien appuyé là, en termes de référence. Mais je suis capable de me faire une tête rapidement. Mais est-ce que tu sens que l'INE va aller là? Est-ce que tu sens que dans tes conversations avec le président, oui, c'est exactement ce qu'ils veulent faire? On va voir ce que le comité consultatif va faire. Mais si je me retrouve encore avec des rapports de 40, 50 pages que qu'un journal, que les journaux vont reprendre, on a besoin d'avoir un scientifique ou l'équivalent d'un scientifique en chef en éducation, ce qui n'enlève rien au champ de recherche des profs qui travaillent dans ce domaine-là dans les universités. L'INE est né aussi je pense que c'est une façon de calquer ce qui se fait en santé avec l'INES, qui est justement d'aller chercher ce qui se fait ailleurs puis de voir ce qui fonctionne. Puis les opposants à cette approche-là, c'est un peu un peu un débat philosophique sur le concept des données probantes. Eux, ils vont dire, on n'est pas en santé. Le contexte de la classe, le contexte humain, la relation humaine, c'est beaucoup plus complexe, par exemple, qu'un simple médicament qu'on va administrer. On en a parlé souvent au balado, l'importance des données probantes, l'importance de s'inspirer de ce qui fonctionne bien en santé, justement pour la transmission. Est-ce que les critiques ont quand même un point un peu valable par rapport aux différences entre la santé et l'éducation? Oui, ça relève un peu des différents types de recherches que je te mentionnais tantôt. Mais prends un site américain comme What Works in Education, qui est l'équivalent d'une certaine manière là, de l'Institut. L'Australie a l'équivalent, la France a l'équivalent aussi. C'est l'idée d'avoir accès. Et ça, moi j'ai une formation en psychologie. Tu viens de me dire que j'ai une formation médicale. Pourtant, les modèles de recherche qu'on utilise, lorsqu'on peut le faire, on essaie d'avoir la puissance maximale. On ne peut pas dire que tu travailles en psychothérapie ou tu travailles sur la prévention de la violence en milieu scolaire, pas de la médecine. Mais il y a des moyens d'avoir des données. Quand on dit données probantes, c'est que ça repose sur autant que faire sur des faits qui ont été évalués ou qui ont été quantifiés et non pas sur une impression. Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi que là où le bas blesse, c'est que même si on avait l'Institut national d'excellence en éducation le plus extraordinaire au monde, là, on leur donne une note de 100%, ils sont extraordinaires, la qualité de la formation et de compétences des acteurs terrain, c'est ce qui fait quand même toute la différence. En santé, si on avait des médecins très mal formés, on a beau avoir une INES de grande qualité, l'application terrain de ce qui est recommandé ne sera pas à la hauteur. Puis en éducation, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de dire non, on va compenser par une formation qui est peut-être pas à la hauteur, par des enseignants non légalement qualifiés, blablabla, par un institut qui va leur dire quoi faire. Puis là, on tombe dans un cercle vicieux on peut pas juste prendre une recette puis l'appliquer. C'est pas ça le rôle de l'enseignant. Écoute, je travaille sur bien d'autres comités, puis je suis libre par le secret professionnel sur certains des comités où je travaille, ou certains des... on est juste entre nous et Gide, là. Tu peux nous dire ce que tu veux. J'ai signé une entente de secret professionnel là-dessus, là. Et la question de la formation initiale des enseignants, là, c'est fondamental, là. Et la question de la formation continue des enseignants, c'est fondamental. Je ne peux pas dire, écoutez, l'essentiel de ce que je fais dépend de la manière dont moi-même, on m'a enseigné à moi. Et il faut vraiment qu'il y ait un ménage important de fait par rapport à certains contenus, ou certaines offres de formation qu'on fait dans les universités présentement. Et dans ce cadre-là, je prends toujours mon exemple des dentistes. Là. On parlait du médical tout à l'heure. Je présente la même dent qui a un problème à 10 dentistes qui viennent d'être formés à l'université. Ton taux de corrélation sur quoi faire avec la dent va être à peu près de 0,90. Mais j'ai un petit bonhomme qui, à un moment donné, est dans la lune, en classe, en première année, qui a de la difficulté à apprendre à lire, demande à 10 enseignants de quoi ça dépend. Là, je vais avoir le parent, je vais avoir les jeux vidéo, je vais avoir... Le TDAH. Il y en a qui vont dire, il est peut-être juste le plus jeune de la classe. TDAH, peut-être qu'il est le plus jeune de la classe. Donc, à un moment donné, là, on n'en fera jamais des dentistes, mais dans un article que j'ai publié dans Le Monde, là, il y a quelques années, il faut véritablement être en mesure d'avoir quelque chose de plus cohérent en forme
Et par la suite, j'exprime mon style personnel, mais il y a quand même quelques données qui tiennent la route partout. Et dernier exemple là-dessus, il y a un consensus présentement que d'enseigner à lire et à écrire à des jeunes de première, deuxième année en utilisant des écrans est à proscrire. On a des données de recherche là-dessus. À proscrire, ah oui. À proscrire, non, papier, crayon, papier. On peut introduire le tout, là, mais c'est pas la même situation que d'apprendre au clavier comme tel, d'apprendre à écrire au clavier. Tout le geste de l'écriture cursive. Ah ouais. Il y a au moins ça par la suite que j'exprime mon style. Et il y a bien des situations où la recherche ne dit pas quoi faire. Ben là, je fais de mon mieux là, en fonction de mon expérience. Mais quand j'ai des données qui tiennent la route, c'est une question d'éthique que de les connaître. Ma dernière question, Égide, est en lien avec la première. Ma première question, c'était est-ce que tu as l'inné que tu souhaitais? Ma dernière question, ça va être je te donne la chance de rencontrer, c'est Lucien Maltais, c'est ça, hein, le président? Oui, Maltais, oui. Président qui est un ancien directeur de centre de services scolaires des Chênes. Tu le rencontres, puis tu lui dis, c'est quoi tes 3 recommandations à partir d'aujourd'hui pour que l'inné soit au maximum de son influence positive pour la réussite de nos jeunes et leur bien-être? Tu lui dis quoi? C'est déjà fait. Je l'ai déjà fait il y a quelques mois. La première, c'est que ça doit être carrément beaucoup plus large qu'au Québec. D'y aller avec et pas simplement les pays scandinaves comme la Finlande. Ouais. Objectivement, c'est quoi qui apparaît le mieux comme tel en termes de connaissances, de témoigner de ce qu'on a au niveau des meilleures connaissances, de coller autant que faire se peut des recherches qui sont de qualité pour être capable d'alimenter tout ça. Ça peut être des recherches comme ça peut être des systèmes scolaires qui ont fait des expériences comme telles. Ouais. Et la troisième des choses, c'est ce que je rêve. Toi, tu prépares un balado sur un sujet précis qui peut être, je sais quoi, qu'est-ce qui explique les problèmes de passation? J'en reviens aux garçons. Pourquoi on a seulement un gars sur 2 qui passe au cégep, qui accède au cégep au Québec? Et tu vas avoir un tableau là, résumé des variables qui sont les plus importantes pour poursuivre des études postsecondaires, que tu puisses envoyer une demande à l'INE, que tu puisses même téléphoner à l'INE et que tu sois journaliste ou que tu sois dans ton rôle à toi. Là. Un directeur d'école qui dit hey, on va implanter un programme d'entrepreneuriat dans notre école pour les 5-6e années. OK. Allons voir ce que la recherche dit, des bonnes approches pour le faire, si c'est une bonne idée ou pas. Une page et demie. Regarde, j'ai des problèmes de transport scolaire, j'ai beaucoup plus d'études d'élèves dans mon école secondaire. Je pense mettre l'entrée des classes à 8h moins quart au secondaire, à 8h au secondaire l'an prochain. On me dit que c'est très mauvais pour le développement des adolescents. C'est quoi l'état de la question? Et c'est ça. D'ailleurs, c'est ça que j'ai dit d'ailleurs au président. Je devrais être capable d'avoir rapidement une réponse là-dessus. Je suis capable de l'avoir moi comme psychologue par rapport à certains contacts que j'ai. Égide Royer, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Plaisir. Notre ministre d'un jour, c'est un gars qui a bâti des entreprises, qui a siégé dans la chaise du dragon à Radio-Canada et qui aujourd'hui cultive du maïs soufflé à l'érable. Père de 2 garçons, entrepreneur dans l'âme depuis qu'il gérait la ferme de son père en 5e année, François Lombert, bienvenue à cette semaine à l'école. Salut, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir de t'avoir. François, comment est-ce que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas? Les gens qui ne me connaissent pas me présentent comme agriculteur parce que maintenant, c'est ce que je fais à temps plein. Je suis un transformateur alimentaire et je le dis tout le temps pour pingrer des gens parce que ils m'ont vu de dragon faire des deals. Ils ont su quel genre de parcours que j'ai au point de vue entrepreneurial. Mais j'aime bien dire que je suis agriculteur. Pourquoi? Parce que ça fait grincer des dents. Déjà, faut pas avoir honte. Tu sais, c'est comme le métier d'agriculteur. Ouais. C'est comme, OK, t'as pas été à l'école, donc, ouais, OK, t'as hérité de ton père. Non, c'est un vrai métier. Un vrai métier où on peut bien en vivre si on fait des choix. Faut faire des choix. Et moi, j'ai fait le soin de faire la transformation alimentaire. Au lieu d'aller me battre contre le Brésil pour vendre du soya en poche à plein camion, quand ça arrive de partout dans le monde, donc c'est le choix que j'ai fait. Je suis agriculteur maintenant. François, quel genre d'élève est-ce que tu étais? Puis c'est quoi le souvenir que tu gardes de l'école? Ah, j'étais l'élève, je suis TDAH à côté dans le tapis. Je l'ai découvert en prenant ma retraite. Je ne le savais pas toute ma carrière que j'étais un TDAH, mais très élevé. J'ai été chercher un diagnostic avec un neuropsychologue parce que je comprenais pas, après avoir vendu l'entreprise, qu'est-ce qui se passait. Donc, moi, écouter, je laissais juste pas me faire chicaner. Donc, essayer d'écouter dans une classe, c'était épouvantable parce que c'était pas fait pour moi. Il y avait un seul élève avec du Ritalin, mais on s'entend que lui, c'était le pire des pires des pires. Il faut se remettre en cours. Oui.
Il y a 30 ans, 40 ans, j'imagine. Ben écoute, j'ai fait mon secondaire de 79 à 84, là. C'était pas aussi commun que ça. Il y en avait moins, mais je l'étais sans le savoir. Donc, c'est tout le temps dans des situations impossibles, des situations où je dérangeais, que j'écoutais pas, que je tombais endormi. Donc, c'était compliqué l'école pour moi, mais j'avais une facilité. J'ai une facilité à apprendre les choses qui m'a toujours sauvé du trouble parce que j'avais pas ce problème-là. J'avais juste être capable d'écouter. Toujours vouloir faire des mauvais coups, mais pas me faire pogner. À part certaines matières où j'avais une affinité, mais évidemment, quand tu as une affinité, t'écoutes. Et les mathématiques, pour moi, ça a toujours été une passion. Vraiment, les chiffres, moi, les chiffres, là, je les lis pas. C'est une photo. Je calcule rapidement, donc ça allait bien. Donc, les mathématiques, les statistiques, là, ça, j'ai toujours aimé ça. Mais le reste, je suis un élève aimable, mais toujours borderline à se faire mettre dans le groupe. Et est-ce que, dans ce contexte-là, est-ce que tu gardes un bon souvenir de l'école? Oui, j'ai aimé l'école. Le secondaire, pour moi, a été vraiment une belle période avec des bons répondants, des professeurs qui m'aidaient. Sans le savoir qu'est-ce que j'avais, mais je voyais qu'avec le recul, ils m'aidaient. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas aimé le cégep. J'ai beaucoup aimé mon secondaire et j'ai beaucoup aimé mon université aussi. OK. François, j'ai une bonne nouvelle. Le premier ministre veut des changements. Puis là, il s'est dit, le meilleur profil pour mon ministre de l'Éducation, c'est un entrepreneur. Et j'appelle l'entrepreneur qu'on voit un peu partout commenter la nouvelle, François Lambert. Tu reçois un appel, il est 8 heures le soir, puis tu as là ou la première ministre qui t'appelle en disant « François, je te veux pour être ministre de l'Éducation pour les 24 prochaines heures. » Le lendemain matin arrive, courte nuit de sommeil parce que tu as 1000 idées. Tu arrives au bureau, ta gang politique attend, les journalistes l'autre bord de la porte en peuvent plus d'attendre puis de voir ce que tu vas faire, ce que tu vas implanter comme réforme. La balle est dans ton camp, François. Quelle est ta première réforme comme ministre de l'Éducation? Écoute, je vais faire quand même une petite anecdote parce que c'est un ministère qu'on m'aurait jamais offert, l'Éducation. Mais en 2015, on m'a offert le ministère de l'Industrie sous Justin Trudeau et le ministère des Finances sous les conservateurs en 2018. Donc, ministre de l'Éducation, vous ne m'aimerez pas. Vous ne m'aimeriez pas parce que ma philosophie est de ne pas rajouter. Quand quelque chose ne va pas bien, tu ne rajoutes pas, tu enlèves des couches. Tu enlèves jusqu'à temps que tu essaies de voir à quel moment tu as trop coupé un peu. Parce que ça se fait des fois qu'on coupe trop. Mais le but n'est pas de couper du staff, il faut couper du staff. C'est de remettre dans les mains des gens qui sont près des élèves. En premier lieu, première chose, au point de vue organisation, les écoles sont autonomes comme les écoles privées. Si ça se passe en Alberta, le directeur est en charge de son école, de son budget. Il le gère comme il est capable de gérer sa maison, ben il doit être capable de gérer son école pour enlever toutes les parties où c'est frustrant. Mais ça, c'est au point de vue organisation. Donc, juste pour t'enlèves cette notion-là des centres de services scolaires, des commissions scolaires anglophones, tu dis chaque école est autonome et indépendante et s'autogère. Exactement. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Okay. Mais tu sais, comme n'importe quoi, tu ne pars pas en faisant ça en peur. Tu choisis certaines écoles dans certains secteurs. Tu fais pas un projet qui est long, parce que ça prend pas de temps, 1 an. À un moment donné, tu dis, OK, parfois, on va l'élargir, puis on va voir si ça marche. Parce qu'il faut que les gens embarquent, il faut changer un peu la structure. Mais après ça, je regarde définitivement le curriculum. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos élèves? Et ça, je l'ai écrit en 2018 dans mon livre, Qu'est-ce que j'en pense? Il y a 2 choses qu'on fait tous les jours. Mais tous les jours, on va gérer notre bouffe. Qu'est-ce qu'on va manger? Combien ça va coûter? Comment on fait pour cuisiner? Et deuxième affaire, on gère toujours un budget. J'ai-tu de l'argent pour voyager? J'ai-tu de l'argent pour mettre du gaz? J'ai-tu de l'argent pour faire ci? Et c'est 2 choses qu'on ne parle jamais à l'école. Et donc, quand on arrive sur le marché du travail, notre première paye, elle peut être surprenante. Parce que je me souviens, Mathieu, mon garçon, lorsqu'il a eu 16 ans, puis il travaillait dans une fruiterie, mais il dit, c'est quoi? Pourquoi qu'il m'enlève tout ça? Il n'avait pas compris c'était quoi, puis il comprenait pas quoi qu'on doit payer des impôts. C'est ça, on explique aux gens, voici ce qu'on doit payer, voici ce qu'on doit faire dans notre société, peu importe notre niveau de revenu. Puis le gouvernement, après ça, fait des ajustements là, par rapport à ça. Mais ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre le poumon d'un pays, le poumon d'une province, c'est les entrepreneurs aussi. C'est 98% des gens qui vont travailler pour des petites entreprises. On ne forme pas. On va prendre, regardez, moi, j'ai un gars qui étudie aux États-Unis, il joue au hockey là-bas. Ça va être sa 3e année. Alors qu'il avait 4 ans, il y avait un coach. Pour lui montrer comment patiner.
comment jouer. Il y a 22 ans aujourd'hui, il y a encore un coach pour l'aider à s'améliorer. En entrepreneuriat, on n'essaie pas de réveiller des entrepreneurs en les faisant rêver. Donc, il faut réveiller des entrepreneurs en leur faisant faire des petits projets, en leur montrant que tu vas pas te lancer en affaires seulement pour faire de l'argent. Ça se peut que t'en fasses, ça se peut que t'en fasses pas. Mais est-ce que tu vas t'épanouir? Est-ce que tu vas créer de l'emploi? Est-ce que tu vas peut-être devenir un futur Wayne Gretzky, un Sidney Crosby, un McDavid? Donc, il y a ça qu'il faut faire. Il faut apprendre aux gens à coudre. Comme on l'avait avant, puis c'est drôle qu'on les enlevait. Les cours d'économie familiale, là. Tu sais, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la géographie, j'aime toutes les matières. Mais qu'est-ce qui est plus important? L'histoire, pour savoir d'où on vient, parfait. Ou prendre à gérer un budget, peut-être devenir entrepreneur. On veut former des élèves pour ce qu'ils vont devenir plus tard. Il y a combien de gens qui vont vraiment se servir à tous les jours de leur cours d'histoire avec l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui? Un commentaire que j'ai souvent quand je reçois les ministres d'un jour, comme toi, et que leurs idées sont propagées sur les réseaux, je vais souvent avoir une rétroaction d'enseignants du milieu qui disent deux choses. C'est pas le rôle de l'école de faire tout ça. Puis là, je généralise, mais ils vont dire c'est pas le rôle de l'école, c'est le rôle des parents, par exemple. Et deuxièmement, on manque de temps à l'école simplement pour enseigner ce qu'on doit enseigner maintenant. Parce que c'est vrai que les standards d'enseignement ont quand même augmenté en termes de quantité de matière et de compétences à développer par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans. Réponds quoi à ces commentaires-là ou à ces critiques-là? Bien, il faut faire des choix pour pouvoir enlever certains cours, mettre en phase sur moins de cours. Puis là, les professeurs d'histoire et de géographie vont me déficiter. Puis j'aime ces matières-là. Je les aime réellement. Mais je pense qu'on peut leur faire les tasser un petit peu pour faire la place à autre chose. C'est sûr que ça vient avec des choix. On ne peut pas en rajouter. Il faut tasser. Mais si on va avoir les bonnes personnes dans la société qui sont capables de fonctionner avec les outils puis capables d'être devenir des actifs pour la société, il faut leur montrer que l'entrepreneuriat est peut-être une solution. Parce que là, on forme des gens pour devenir infirmières. On forme des gens pour devenir comptables. Mais combien qu'on en forme pour devenir entrepreneur? Mm-hmm. C'est pas la solution, l'entrepreneur, mais ça fait partie de la solution pour avoir un Québec prospère. Donc, si je résume, on enlève une structure, donc une gestion très, très, très locale des établissements scolaires. Oui. On ajoute des matières, je dirais, pratico-pratiques de base, faire à manger, coudre, et un peu l'économie familiale là, qui existait il y a 20-30 ans dans les écoles. Oui. Et tout ce qui peut stimuler l'entrepreneuriat chez nos jeunes. Définitivement. Parfait. Ouais. François, tu dois rencontrer quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse d'aujourd'hui? La génération d'aujourd'hui a des opportunités devant elle. Elle doit saisir. Et moi, ne me dérange pas. Il n'y a aucune génération qui m'a dérangé parce que j'ai toujours dérangé, moi, les générations avant moi. Ouais, donc, j'accepte qu'on se fait déranger. Faut pas essayer de changer constamment la génération qui nous suit. Moi, je l'aime, cette génération-là. Oui, il y a des généralités. Ben oui, on va tout dire qu'ils sont paresseux. C'est pas vrai. Il y en a des paresseux. Moi, j'en ai des jeunes là, qui ont 14 à 16 ans qui viennent travailler la fin de semaine. Ils sont pas paresseux partout. Ils veulent réussir comme tout le monde. Ça serait quoi, selon toi, les plus grandes forces de la génération de jeunes, là? Tu sais, les 10, 15, 20 ans là, que tu côtoies? C'est qu'ils sont nés avec la technologie. Donc, ils sont nés avec, et le problème, il y a un problème qui vient avec ça. C'est la paresse du français. On le voit sur les réseaux sociaux. C'est flagrant. Mais en même temps, voyons les réseaux sociaux pas comme un danger. Ces gens-là sont habitués avec. Utilisez-les pour les bons escients. Cette génération-là, on est en train de changer. Cette grande transformation-là, on l'a vécu à 99, 2000 et 95, 2000 avec l'arrivée de l'Internet. Là, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ils sont là. Voyez voir. Utilisez ces outils-là pour voir comment ça peut vous aider. Regardez ce que vous pouvez faire parce que la barrière à l'entrée, elle est très basse en ce moment. Nous faisons ça en affaires, puis on n'a pas beaucoup d'argent. Ben, aller chercher des spécialistes, c'est compliqué. Là, tu as tous les spécialistes au bout des doigts. Utilisez-les comme il faut. Puis vous allez voir que les portes vont s'ouvrir pas mal plus rapidement. Vous avez une chance d'avoir les portes qui s'ouvrent. François, la journée est presque terminée, puis comme tout bon ministre, tu es allé te promener dans une polyvalente dans ton coin. Bon, les profs d'histoire et de géographie étaient en grève suite à ta venue, mais quand même, tu es allé serrer les mains, prendre des photos pour les Kodak. Puis là, tout le monde est parti, tu es resté dans une des classes, les lumières sont fermées, puis tu t'es dit, je vais laisser un mot au tableau pour les jeunes, pour quand ils vont revenir demain matin, ils vont avoir ce
souvenir-là ou ce message-là de moi. Qu'est-ce que tu écris au tableau avant de partir? Qu'est-ce que j'écris au tableau? Je suis pas tellement, en partant, coach de vie. Donc, les phrases creuses, pour moi, il faut que ce soit concret. Donc, le genre de phrase ou de mots que je pourrais, c'est travail. Mais travail intelligemment. Le travail, c'est pas vrai que je travaille 20 heures par jour, que je vais aller plus loin que n'importe qui. Travaille, mais efficacement. Regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment par paresse ou c'est par désir d'améliorer? Donc, ça serait ça ma phrase. Travail, mais efficacement. François Lambert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je retiens de l'épisode de cette semaine, c'est que l'INE va regarder la recherche. C'est tant mieux. Mais l'éducation, ça reste plus large que la recherche. Ça inclut les professionnels sur le terrain, la classe, les parents, puis ça doit être connecté aussi avec les enjeux, les défis et les réalités du quotidien. Puis l'école, c'est trop important pour laisser ça aux seuls experts dans leur tour d'ivoire. Un institut qu'on regarde de loin, ça ne changera pas grand-chose. Mais un institut qui soutient, qui communique et qui collabore, ça peut tout changer. Merci à Égide Royer, qui est aux premières loges, toujours de ce qui se passe en éducation au Québec pour la conversation aujourd'hui. Et merci à François Lambert d'avoir joué le jeu avec autant de générosité de devenir ministre de l'Éducation d'un jour. Merci à WorkU aussi pour leur soutien à l'épisode de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre au grandpossible.com/balado. Vous recevez chaque semaine des nouveautés de l'épisode et autres nouveautés qui s'en viennent avec le balado et avec Grand Possible. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.